Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Komi Kouché, ministre béninois de la Communication, ainsi que nos deux éditorialistes, Lucien Pambou et Djemal Mohamed Taleb. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour. « 200 milliards de francs CFA, cette somme sera utilisée pour créer plus de 240 000 emplois d'ici 2016 au Bénin. L'annonce a été faite en août dernier par le gouvernement. L'insertion des jeunes dans le milieu professionnel fait partie des priorités des autorités. Un reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant au Bénin. Selon l'Institut national de statistique et de l'analyse économique INSAE, le taux de chômage au Bénin a augmenté au cours des 3 dernières années. De 0,7% en 2010, le pays est à 2,6% en 2013. Le taux de sous-emploi, lui, est de 53,9%. La problématique de l'emploi au Bénin est l'une des priorités du gouvernement qui s'est donné pour objectif de créer à l'horizon 2016 244 000 emplois environ. Au titre de l'année 2013 pour démarrer et surtout 2014 et les années à venir, eh bien, l'emploi sera plus que jamais au centre des préoccupations. Le chef de l'État a mis sur pied un groupe de travail pour lui proposer des mesures. Et les travaux de ce groupe ont permis d'identifier la possibilité de créer sur les 3 années à venir au moins 244 000 emplois. Si le budget existe. Et je crois que le chef de l'État va nous accompagner dans cela. Et il faut préciser ceci que pour chaque emploi créé, chaque emploi direct créé, eh bien, nous avons la possibilité de créer 2 à 3 emplois indirects. 244 000 emplois créés en 3 ans. De nombreux jeunes béninois ont entendu la nouvelle et espèrent voir l'annonce devenir réalité. 200 milliards de francs CFA devront être mobilisés par le gouvernement au cours des 3 prochaines années pour ce projet. Et déjà pour le compte de 2014, à travers le budget général de l'État actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale, l'exécutif a prévu 60 milliards pour lancer le projet. Ça fait près de 6% du budget. Alors vous imaginez que nous partons d'un pourcentage de moins de 1% du budget national accordé au sous-secteur de l'emploi à 6%. C'est un effort énorme qu'il faut saluer. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de création des 244 000 emplois, les antennes de l'Agence nationale pour l'emploi ont été installées un peu partout dans le pays afin de recevoir les jeunes demandeurs d'emploi. Tous les jours, c'est des jeunes chercheurs d'emploi qui viennent pour se faire inscrire, pour se faire enregistrer, qui sont écoutés, qui sont orientés et qui sont accompagnés sur le marché de l'emploi, d'une part. D'autre part, c'est des employeurs qui viennent également exprimer un besoin, le besoin de recrutement. Donc ça signifie que c'est des employeurs qui viennent également pour déposer leur offre d'emploi. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans l'intermédiation. Il s'agira alors de voir les profils qui sont demandés sur le marché de l'emploi et de mettre ces profils en relation avec ces employeurs pour qu'il y ait insertion. L'une des structures devant mettre en œuvre le projet des 244 000 emplois est le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, le FNPEJ. Elle aura pour tâche de sélectionner les projets porteurs qui devront être financés. L'idée était de pouvoir arriver à aider des jeunes qui ont déjà suivi un cursus en termes de formation, en termes d'incubation, en termes de formation auprès de centres de ressources, afin de pouvoir leur donner un coup de pouce sur ce que nous appelons l'installation. Donc il s'agit de pouvoir voir à la fin du cursus de ces jeunes étudiants comment les accompagner d'abord dans une première étape qui va être le montage de leur plan d'affaires et ensuite que le FNPEJ puisse intervenir à cette étape-là pour leur permettre de pouvoir donc financer un tant soit peu le projet porteur qui, de toutes les façons, est déjà défini en amont dans une des filières que le gouvernement entend stimuler pour la croissance économique. Plusieurs filières porteuses ont été retenues et devront donc bénéficier du financement de l'État. Il s'agit de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme.
Au niveau de l'agriculture, on parle de l'aquaculture, donc tout ce qui est pisciculture. Au niveau toujours de l'agriculture, on parle de tout ce qui est zone culture maraîchère. Donc on est en mesure, dans certaines zones du pays, de pouvoir définir les filières que nous allons pouvoir stimuler. Donc dans ce cadre-là, le FNPEJ a également défini d'intervenir dans le tourisme, l'artisanat et l'agriculture principalement. Et donc au niveau par exemple du tourisme, tout ce qui est tourisme culturel est également stimulé. Au niveau de l'artisanat, on a d'abord les métiers classiques que l'on connaît au niveau coiffure, au niveau couture, qui sont en fait les destinations privilégiées des jeunes dès qu'ils veulent se mettre à leur compte et qu'ils ont un niveau peut-être de scolarisation pas très développé. L'agriculture constitue le principal pôle de création d'emplois sur lequel le gouvernement béninois compte baser sa politique nationale de l'emploi. Nombreux sont les jeunes qui sortent des lycées et des centres universitaires professionnels aujourd'hui au Bénin et qui viennent rejoindre le nombre des personnes sous-employées. Tout le monde se plaint de l'emploi. Dans tous les pays du monde, on parle du chômage, du sous-emploi. Mais qui crée l'emploi? Est-ce qu'il est impossible de créer les créateurs d'emplois? Eh bien, cela est possible. C'est ceux-là que nous appelons des entrepreneurs. C'est ceux-là qui peuvent, une fois avoir reçu la formation des notions de gestion des ressources humaines, de gestion financière, lorsqu'ils auront reçu des formations en matière de comptabilité, qu'est-ce que c'est qu'un bilan, qu'est-ce que c'est qu'un compte d'exploitation provisionnelle, qu'est-ce que c'est que la conduite d'un projet, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'affaires. C'est ça qui manque à nos jeunes. Les jeunes constituent plus de 60% de la population béninoise. Une main-d'œuvre importante, mais qui n'a pas toujours bénéficié de l'attention qu'il faut. La politique nationale de l'emploi aujourd'hui au Bénin est un espoir pour les milliers de sans-emploi et de sous-employés. Reste à espérer que les ambitions des autorités politiques se transforment en réalité pour le bonheur de la jeune génération et du pays tout entier. Monsieur le ministre, quelles sont les causes du chômage au Bénin? On a entendu que son taux est passé de 0,7% en 2010 à 2,6% en 2013. Il faut d'abord comprendre que le problème du chômage est un problème d'enjeu international. Il n'est pas qu'africain, encore moins béninois. Lorsqu'on parle d'un taux de chômage de 2,6%, dans les règles internationales de calcul, c'est pratiquement le plein emploi. C'est pratiquement le plein emploi. Et donc, pour analyser les causes du chômage dans les pays africains et plus particulièrement au Bénin, il faut intégrer la dimension sociologique de la chose. Cette analyse faite révèle quand même que le problème majeur dans notre pays et dans la plupart des pays africains, c'est moins le chômage que le sous-emploi. Et qu'est-ce que c'est que le sous-emploi? C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent peut-être en dessous du temps normal, le travail qu'ils devraient effectuer. C'est la première forme de sous-emploi. Vous avez d'autres personnes qui travaillent et qui sont sous-payées. Ou bien que vous avez des gens qui travaillent en dessous du niveau de la formation qu'ils ont reçue à l'université. Donc ceux-là sont de l'ordre de plus de 50%, comme l'élément qui est passé l'a révélé. Alors, ce qui a été fait, et depuis un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'une autre nouvelle orientation soit donnée à partir de 2014, comme ça a été dit dans le budget, c'est qu'il y a eu plusieurs initiatives. Comme vous le savez, aucun pays au monde n'a encore pu trouver une potion magique au chômage. Chacun essaye de se chercher. Et donc une analyse minutieuse a été faite pour voir les causes fondamentales qui induisent le chômage au Bénin. Ces causes ont essentiellement pour nom l'inadéquation des formations par rapport au marché de l'emploi. Ainsi donc, vous allez pouvoir vous rendre compte que les 80% de ceux qui sortent des universités sont formés dans des facultés qui produisent les chômeurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans les formations générales, qui n'ont pas une connexion directe avec le marché de l'emploi. Mais comment expliquer justement ce déséquilibre? Est-ce qu'on peut dire que le système éducatif en Afrique est calqué sur un modèle qui ne lui correspondrait pas? Exactement. Donc, tous les pays africains ont besoin de faire une réforme profonde. Et c'est ce que le Bénin a commencé par faire. Et donc, le Bénin a identifié un certain nombre de causes qu'il a choisi d'adresser pour pouvoir régler le problème du chômage à court et à moyen terme. Il n'y a pas que la question de l'inadéquation des formations par rapport au marché de l'emploi. Il y a aussi un facteur sociologique qui est que le marché de l'emploi africain est un marché formaté sur l'emploi salarié.
Voyez-vous, il y a quelques années, nos aînés, quand à peine sortis de l'université, ils entraient directement dans les administrations. Mais avec le temps, l'accroissement de la population est tel que le marché de l'emploi ne peut plus consommer tous ceux qui sont formés et qui sortent. Et aujourd'hui, quel est le profil des demandeurs d'emploi au Bénin? Le profil des demandeurs d'emploi, comme je viens de vous le dire, c'est beaucoup plus ceux qui sortent des facultés de formation d'ordre général. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que l'État a tenu compte et ayant tiré une leçon de toutes les initiatives qui ont été prises depuis 2006 pour dire, bon, il faut maintenant remettre de l'ordre. Beaucoup de choses ont été faites. Vous avez vu, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été annoncées par les deux responsables des structures opérationnelles qui s'occupent de l'emploi au Bénin, qui ont produit des résultats, mais qui n'ont pas pu donner des résultats perceptibles par rapport à l'ampleur du phénomène de sous-emploi. Comme je vous l'ai dit, le taux de chômage est quasiment insignifiant. C'est pratiquement le plein emploi, mais c'est le sous-emploi qu'il faut essayer d'adresser. Et c'est pour ça que le chef de l'État, comme l'a dit celui qui a parlé, a mis en place une équipe pour dire, essayer de tirer le son du passé, de tenir compte des enjeux du présent et de pouvoir définir une nouvelle stratégie pour le futur. Et cette stratégie a permis de mettre en place un programme ambitieux de lutte contre le chômage, le sous-emploi, qui tourne autour d'un certain nombre d'axes essentiels. 32 mesures essentielles ont été prises, mais regroupées autour de 4 objectifs spécifiques. Le tout premier objectif, c'est de stimuler l'auto-emploi, c'est-à-dire à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Justement, allons objectif par objectif. Sur ce premier point que vous venez d'évoquer, c'est vrai que les États africains misent beaucoup sur l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. Et au Bénin, comment ces entrepreneurs sont-ils accompagnés? Exactement, c'est ce que je suis en train. Le gouvernement béninois est conscient que l'auto-emploi est un emploi créateur d'emplois. Et comme vous le savez, quand le jeune sort de l'université, quelle que soit la beauté de l'idée qu'il a, lorsqu'il s'adresse aux structures traditionnelles de financement de l'économie, la première des choses qui lui est opposée, le premier obstacle, c'est des questions de sûreté, les garanties. Donc ça fait le premier obstacle. Donc ce que le gouvernement béninois a fait, c'est de mettre en place un mécanisme holistique, d'accord, qui regroupe l'ensemble des idées des initiatives qui étaient déjà en cours, mais qui n'ont pas pu produire les résultats qu'il faut parce que n'étant pas dans un ensemble de synergie qui puisse favoriser une certaine efficacité, pour faire en sorte que le jeune, lorsqu'il sort et qu'il a une belle idée d'entreprise, puisse être prise en compte dès l'idée d'entreprise, accompagner cette idée d'entreprise jusqu'à sa maturité, de sorte à ce que sa première idée d'entreprise, qu'il puisse avoir des structures qui l'encadrent. Vous avez l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, qui est la structure qui reçoit les jeunes, qui les encadre, et lorsque l'idée devient mûre, il y a d'autres structures qui les reçoivent. Ce sont des centres d'incubation. Et de plus en plus, nous mettons en œuvre d'autres initiatives innovantes en partenariat avec des partenaires comme l'Union des consorts. Nous avons des centres de promotion d'affaires qui sont des centres de formation spécifiques des jeunes, où les jeunes vont pour apprendre comment on développe l'entreprise, comment est-ce qu'on peut gérer une activité. Et lorsque c'est géré, partant de là, on les met en connexion avec le marché du financement. Et dans le marché du financement, vous avez deux possibilités. Il y a d'abord le financement primaire qui est assuré par des structures, des mécanismes spécifiques gouvernementaux, comme par exemple le fonds de promotion de l'entreprise dont la directrice a parlé. Et lorsque l'entreprise atteint un niveau dont le besoin de financement devient supérieur à ces financements à une échelle beaucoup plus basse, on les met en connexion avec le système financier classique, mais cette fois-ci avec des mécanismes de facilitation qui leur ôtent les contraintes qui leur sont généralement faites lorsqu'ils vont à la banque, par exemple, et qui n'ont pas de garanties et de sûreté réelles à présenter. Alors, donc voilà globalement. Concernant l'accès au crédit pour la création d'entreprise, Lucien, sur le terrain, son obtention est-elle si simple que ça? Non, pas simple, comme a dit Monsieur le ministre, à savoir qu'on est en train de changer de paradigme. Il y a un premier paradigme, Monsieur le ministre l'a rappelé, qui était absolument marqué par un emploi salarié public. Quand on sortait de l'université avec une formation générale, on devenait fonctionnaire. Or, depuis, entre-temps, les politiques d'ajustement structurel sont passées par là et que les gouvernements, bien entendu, sont obligés de réduire la voilure et d'adopter un autre paradigme qu'on va appeler le paradigme de l'emploi privé. Or,
Ce paradigme de l'emploi privé sur le marché du travail est contraignant, ne serait-ce que pour les auto-entrepreneurs ou pour ceux qui veulent créer leur auto-emploi. Comment accéder, bien entendu, au crédit? Le ministre a mis en évidence un certain nombre de mécanismes de facilitation pour permettre aux créateurs d'accéder au crédit, mais il faut accélérer ces procédures. Moi, je vais livrer une idée en écoutant le ministre. Le Bénin a été effectivement, depuis les années 90, le laboratoire de la vie politique démocratique en Afrique, grâce à ce qu'on appelait la conférence des forces vives en 90. Il faudrait peut-être que ce modèle-là aussi s'applique sur l'éducation, que l'on fasse de l'éducation, comme on a fait de la gouvernance politique et de la démocratisation des sociétés, un point phare. Pourquoi? Pourquoi, Sandra? Parce que sans capital humain, qui est considéré comme un investissement, avec un retour sur investissement, on a beau bâtir tous les programmes de développement, de croissance économique ou d'adopter des modèles de développement durable, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que la croissance économique et la formation ne sera pas interne. Alors, il y a une inadéquation entre effectivement la formation et les filières professionnelles, par exemple. Eh bien, il faut effectivement par le haut et par le bas, parce que on n'a pas simplement besoin que des élites, mais aussi par le bas et des classes intermédiaires, essayer de recoller ces deux modèles. Je pense que cette conférence, elle est absolument importante, non pas simplement pour faire des constats, mais pour apporter des solutions. Et le fait que le Bénin consacre de l'argent, effectivement, mette en place un nouveau modèle, il faut en féliciter. Justement, avant de passer peut-être à notre troisième, je voudrais rassurer mon ami Lucien, parce que son intervention nous permet justement d'aborder l'un des 4 objectifs spécifiques dont j'étais en train de parler tout à l'heure. J'étais en train d'abord de parler de l'auto-emploi. Ça, c'est l'un des objectifs spécifiques. Il faut stimuler l'auto-emploi. Mais c'est qu'il faut faire en sorte que les formations soient en adéquation avec les besoins contemporains du marché du travail. Et de ce point de vue, beaucoup de choses ont été faites. Lorsque vous venez aujourd'hui au Bénin, nous avons un ministère qui s'occupe spécialement de la formation professionnelle. Et donc, ce ministère, à travers ce vaste programme qui a été mis en place, est renforcé pour faire en sorte que les produits qui sortent soient des produits immédiatement opérationnels sur le marché de l'emploi. Je peux vous dire aujourd'hui, lorsque vous venez dans certaines écoles au Bénin, vous rencontrez des gens qui sont même déjà en première année, ils vous disent déjà ce qu'ils peuvent faire dans 3, 4 ans quand ils seront dans la vie active. Donc ce travail est fait. Au niveau du supérieur, le système mis en place est tel que de plus en plus, nous sommes en train de faire en sorte que l'atrophie, sinon le boom que nous observons au niveau des facultés d'enseignement général qui ne sont plus en mesure de produire des gens qui peuvent être valables sur le marché du travail, que l'effectif au niveau de ces facultés se réduise progressivement en faveur des formations professionnelles au niveau du supérieur. Et des mécanismes d'incitation sont mis en place pour ça. C'est ainsi que lorsque vous arrivez au Bénin aujourd'hui, vous avez plusieurs centres universitaires. Et quand vous décomptez ces centres universitaires, les centres universitaires qui s'occupent de la formation technique sont les plus nombreux. Mais il ne s'agit pas de former les gens, c'est vrai. Il faut que le système éducatif, le système de formation produise des gens qui soient capables d'être valables sur le marché du travail, de créer de la richesse et de créer aussi de l'emploi, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Mais si nous arrivons à créer une vaste classe de personnes qui peuvent s'auto-employer, c'est qu'ils peuvent aussi prendre en compte des gens qui ont la main valide, qui ont le bras valide, qui ne peuvent pas entreprendre pour évoluer. Il n'y a pas que ça. Même au niveau des métiers, quand vous prenez par exemple l'artisanat, c'est un nid important de création d'emplois. Donc au niveau même des formations rudimentaires que vous avez, les coiffeuses, les couturiers que vous voyez, nous avons institué ce que nous appelons des certificats de formation professionnelle. Des CQF ou bien comment il l'appelle, des certificats de formation, de qualification. Et ces gens aussi, lorsqu'ils sont formés au niveau de façon rudimentaire par les systèmes traditionnels, de plus en plus c'est modernisé et à la fin, ils passent un certificat de qualification qui permet de savoir que lorsqu'ils sont sur le marché du travail, ils ont reçu de la formation digne de ce nom et qu'ils peuvent rapidement s'auto-employer. Donc, je peux vous rassurer que nous avons pris la mesure de l'enjeu et comme je le disais tantôt, nous le faisons tirant leçon de ce que nous avons expérimenté. Et il faut aussi retenir une chose, ce qui fait que généralement en Afrique on n'avance pas, c'est la question d'éternel recommencement. Les systèmes les plus viables, les plus performants sont ceux qui ont tiré leçon
de leurs échecs et qui ont capitalisé sur leurs acquis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant de revenir vers vous, Monsieur le Ministre, Djemal, en suivant l'analyse faite par notre invité, pensez-vous qu'il faille repenser le système éducatif de façon à mettre en avant justement les filières techniques et professionnelles par rapport aux filières générales? Ce que Lucien a dit est tellement juste. Le Bénin est un pays laboratoire en général. Et en général, quand on était petit, on se disait toujours « ça marche bien parce que les Béninois l'ont essayé ». Le chômage est une chose difficile, évidemment. Et vous l'avez tellement bien dit, Monsieur le Ministre, s'il y avait une potion magique, tout le monde l'aurait trouvé. En préparant cette émission, j'ai remarqué des chiffres, vous les avez prononcés, Monsieur le Ministre, le reportage l'a fait, qui m'ont absolument stupéfait. Je n'y croyais pas. 2,6, vous avez raison, c'est le plein emploi. Nos économies africaines formaient des fonctionnaires, les faisaient embaucher pendant que c'était possible. Et on n'avait pas le souci de créer une richesse locale, un marché du travail local, parce que, in fine, quand on veut créer de l'emploi, on crée de l'emploi dans les entreprises. On ne crée pas de l'emploi public, en tout cas pour le faire. Et donc, le plan tel que je l'ai vu fait là, évidemment, fait référence, et vous l'avez dit, à la formation professionnelle. La formation professionnelle est une chose fondamentale. Mais vous pouvez beau former les gens, même dans les pays développés. Mais quand vous n'avez pas d'emploi à leur donner, ça n'a aucun sens. En France, on est à 10% de la population active. Ce n'est pas 2,5, 10. C'est énorme. La formation professionnelle en France est un budget colossal. On dit combien, Lucien? 75 milliards. Et on donne de l'argent incroyable. Et pourtant, le chômage est toujours là. Évidemment, une adéquation entre le besoin de formation et le besoin du marché est obligatoire. Mais moi, je pense qu'il y a, pour essayer d'attaquer le problème du chômage, un certain nombre de choses qui sont obligatoires. Un peu de protection du marché, un peu de consommation locale et beaucoup de production locale. Et ma question, évidemment, Monsieur le Ministre, parce que je ne peux pas m'empêcher de la poser, si vous le permettez, c'est le plan dit 200 milliards de CFA pour 245 000 emplois, 244 000, 245 000. Monsieur le Ministre, c'est des emplois aidés ou alors c'est un plan d'investissement? Oui, justement, il faut pas... ce n'est pas de l'arithmétique. Ce n'est pas de l'arithmétique, c'est un plan qui relève d'une planification bien faite. Et j'étais en train de vous décliner ça tout à l'heure, c'est à travers 4 objectifs spécifiques. Pour ce qui est de l'auto-emploi, il y a bien entendu un plan de développement, une vision qui est clairement définie avec une déclinaison opérationnelle sur le thème qui est défini. Et ce budget, cet objectif spécifique a son budget. C'est-à-dire quoi? Les jeunes qui sont en mesure de porter leurs entreprises ont tous ces accompagnements de leur encadrement pour la formalisation de leurs idées d'entreprise, de l'amélioration de ces idées, du renforcement de leurs capacités jusqu'à leur prise en compte par des centres d'incubation et des centres d'incubation qui sont des centres transitoires vers le système de financement classique. Ça a son budget. Lorsque nous sommes aussi au niveau de la nécessité de rendre les formations en adéquation avec le marché de l'emploi, ça a aussi sa déclinaison. C'est des déclinaisons axe par axe en fonction des objectifs spécifiques. Et ce n'est pas fini. Nous avons dit aussi qu'il faut stimuler l'emploi salarié. Parce que quand vous prenez l'administration africaine en général, nos aînés qui, hier, étaient sortis de l'université par force pour aller travailler dans les administrations sont en train de partir. Et donc, l'effectif dans les administrations est en train de baisser. Et donc, il faut stimuler aussi l'emploi salarié, mais un emploi salarié dont l'effectif est en adéquation avec les besoins réels et dont le développement dans le futur permet bien entendu d'être en adéquation avec les besoins de développement des services qui sont dévolus à l'administration publique. Merci, mais il y a le 4e acte, il faut que vous le compreniez, la transparence sur le marché du travail. Parce que tout ce que nous sommes en train de décrire, si nous ne travaillons pas à instaurer sur le marché du travail de la transparence, ça ne marchera pas. Et c'est toutes les actions déclinées à travers les axes qui sont imputables à chacun de ces objectifs spécifiques qui font 200 milliards de francs CFA. Et déjà cette année, c'est déjà plus de 60 milliards qui sont mis en place pour toutes les actions qui sont prévues dans ce plan-là. Le débat touche à sa fin. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Négociations dans l'impasse en Tunisie. Les pourparlers visant à nommer le futur Premier ministre restent interrompus. Le président Seif Marzouki souligne néanmoins son engagement à promouvoir la démocratie. Et puis la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se prononce dans le dossier Hissène Habré. Ce mardi, elle a rejeté la demande de suspension des procédures dont l'ancien chef d'État tchadien fait l'objet. Maître Aboulireti évoque une confusion en termes de souveraineté des États. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.